C'est bon, on est en direct là? C'est parti, oui. Ça marche. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle édition des Tech Talk TME, donc désormais rebaptisé Let's Talk about IT. Aujourd'hui, on va vous parler d'Apache Kafka, Apache Kafka The Good, The Bad, The Ugly. Donc pourquoi ce titre? Déjà pour avoir un titre un peu catchy qui attire l'œil et a priori ça a bien marché parce que vous êtes quelques-uns, vous êtes connectés ou en tout cas vous êtes inscrits à ce talk. Mais au-delà du titre, c'est parce que Apache Kafka, c'est une solution qu'on apprécie assez fortement sur notre BU, Télécom, Médias et Jeux, pour tout un tas de raisons qu'on va vous expliciter dans les prochains slides, hein, mais également parce que ça répond assez bien finalement aux enjeux actuels de nos clients qui sont de pouvoir traiter de l'information en temps réel sans forcément en différer voilà, les traitements. Donc voilà, donc l'idée de ce Rex là en fait, c'est de vous faire part en fait d'une part du fonctionnement d'Apache Kafka, pourquoi c'est bien, pourquoi beaucoup de gens en parlent, mais également de vous passer un certain nombre de messages, de vous pointer un certain nombre d'éléments sur lesquels il faut faire attention, donc juste des éléments sur lesquels on aurait nous aimé avoir été prévenu avant de se lancer dans cette grande aventure qui est Apache Kafka. Et donc du coup, qui nous sommes? Vos hôtes, moi pour commencer, à Younsi, je suis le directeur technique de la division Télécom, Médias et Jeux. Apache Kafka, je suis tombé là-dedans il y a quelques années, je suis toujours pas ressorti de la marmite là, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une solution qui marche bien, qu'on aime bien. Donc au quotidien, j'accompagne nos équipes projets dans la mise en œuvre d'architecture, pas seulement sur Kafka, mais spécifiquement pour ceux qui font de l'Apache Kafka. Ils ont la joie ou la malchance de me voir arriver sur leur projet, notamment Jordan, que j'embête beaucoup en ce moment. Je te laisse la main, Jordan. Oui, merci Ayoun. Donc Jordan Desnoes, moi je suis architecte solution. Moi j'ai découvert et je me suis intéressé à Apache Kafka il y a maintenant 3 ans de cela. C'était dans le cadre d'une rénovation technique d'un projet critique pour un opérateur télécom. Projet critique puisqu'il devait allier à la fois performance mais en même temps garantie de séquentialité des traitements, donc garantie de l'ordre. Donc c'est là que j'ai mis en place Apache Kafka sur ce projet qui est maintenant en production et qui fonctionne plutôt bien. J'interviens également de façon ponctuelle, donc sur des projets qui, un peu comme Ayoun, qui souhaitent mettre en place Apache Kafka. Donc en tant qu'auditeur, l'idée étant de voir si la configuration et la façon dont ils mettent en place Apache Kafka correspond aux besoins du projet et s'ils n'ont pas omis certains éléments qui pourraient leur porter préjudice en production pour la suite notamment. Tout à fait, merci Jordan. Et donc du coup, comme vous l'avez deviné, la présentation va se structurer en 3 parties, hein, donc The Good, The Bad, The Ugly. Et en termes de règles du jeu, n'hésitez surtout pas à nous transmettre vos questions au travers du chat. On va se réserver un temps à la fin de la présentation pour pouvoir y répondre et échanger autour de ces questions que vous pouvez avoir. Donc Apache Kafka, The Good. Pourquoi Apache Kafka c'est bien et comment ça marche? Mais tout simplement, qu'est-ce que c'est Apache Kafka? Apache Kafka, c'est une plateforme de streaming qui est plutôt adaptée à la mise en œuvre en fait d'architecture événementielle. Pourquoi on évoque le fait que ce soit une plateforme de streaming? Parce que c'est en première intention un message broker, donc qui permet de faire transiter des événements au sein du SI. Mais tout autour de ce broker de messages, il y a un certain nombre d'outils ou d'API de haut niveau qui permettent progressivement de mettre en place des cas d'utilisation un peu plus compliqués que juste faire transiter des événements au sein du SI. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant avec Apache Kafka, c'est que la prise en main et la mise en œuvre peut être faite de façon itérative au fur et à mesure que vous montez en compétence et en maturité sur la technologie. Typiquement, vous pouvez commencer par des use cases assez simples en fait en utilisant Kafka comme message broker tout simplement. Donc pour émettre des événements, les recevoir au niveau d'autres applications et puis faire des traitements subséquents suite à la réception de ces événements. Donc ça c'est vraiment l'usage basique. Tout comme vous pouvez utiliser un RabbitMQ, un ActiveMQ, ce genre de choses-là. Et après ça, vous
pouvez progresser vers d'autres use cases un peu plus compliqués. Typiquement, vous pouvez faire ce qu'on appelle du CDC, du Change Data Capture, pour pouvoir capturer l'ensemble des mises à jour qui sont réalisées au niveau d'un data store un peu plus classique, une base de données, publier des événements suite à ces mises à jour-là et réagir en temps réel à des modifications. Donc ça permet d'adresser des use cases de transition, par exemple, de traitement de type batch vers des traitements événementiels. Là où on aurait accumulé un certain nombre de données dans une base de données, on les aurait traitées à J+1. En faisant du CDC, en déversant des événements en temps réel dans Kafka, vous pouvez commencer à faire une transition un peu transparente, on va dire, ou en tout cas une transition simplifiée vers des architectures un peu plus temps réel. Et si vous allez un peu plus loin, vous pouvez utiliser Apache Kafka pour des traitements vraiment purement événementiels, pour faire de la détection de fraude, etc., voire brancher des outils un peu plus évolués tels que du Spark, du Hadoop, voilà. Donc, c'est vraiment ça la richesse d'Apache Kafka. C'est qu'en première intention, c'est juste un broker de messages. Et au fur et à mesure que vous gagnez en maturité, vous pouvez l'utiliser finalement pour des use cases un peu plus évolués. Et ensuite, comment ça fonctionne Apache Kafka? Donc, comme je l'ai dit, c'est un broker de messages qui permet de faire transiter des événements au sein du SI, ou en tout cas éventuellement même entre juste deux applications. Première chose à savoir, c'est que Apache Kafka est nativement distribué. Donc, c'est une solution qui se base sur une architecture qui est en mode cluster nativement, contrairement à d'autres solutions où il faut activer des plugins, il faut soit prendre des licences payantes ou faire une configuration un peu spécifique. De base, Apache Kafka fonctionne de façon distribuée en cluster. Donc, il suffit juste de démarrer plusieurs instances d'Apache Kafka en les faisant se découvrir les unes les autres et automatiquement, elles vont former un cluster. Première notion. Ensuite, l'élément de base qu'on va manipuler dans Apache Kafka, en fait, ce sont des topics. Donc, on publie des événements au sein de topics qui vont avoir une connotation ou en tout cas un sens fonctionnel cohérent. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, un topic pour gérer l'ensemble des événements qui sont liés à une facture, un topic pour l'ensemble des événements qui sont liés à un contrat, etc., etc. Donc, de base, on va manipuler des topics qui sont des autoroutes de transfert des événements, si je puis utiliser cette image-là. Et les topics sont eux-mêmes subdivisés en partitions logiques. Et ces partitions sont elles-mêmes répliquées au sein du cluster en fait pour assurer de la haute disponibilité et de la résilience au niveau d'Apache Kafka. Ce qui fait que, par exemple, là, dans l'illustration qu'on a là, si la partition 0, si le broker 1.0.1 tombe, la partition 0 est toujours disponible parce qu'elle a été répliquée dans le broker 1.0.2. Donc ça, c'est également une des forces de Kafka, la possibilité de répliquer automatiquement les données au sein des partitions. Ensuite, ce qui est également intéressant de noter, c'est que une partition va être gérée au niveau de Kafka comme un commit log qui persiste la donnée. Donc, quand on publie un événement dans Kafka, il est sauvegardé sur le disque. Donc, contrairement à d'autres brokers qui ne fonctionnent qu'en mémoire ou typiquement quand on arrête le broker, on perd l'ensemble des informations. Kafka persiste la donnée. Et ce qui est intéressant, c'est que les données sont persistées en fait en fonction de leur ordre d'arrivée. Donc, vous pouvez voir en fait les partitions dans Kafka un peu comme une grosse liste où à chaque fois on va positionner le dernier élément à la fin de la liste. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le producer, il produit la donnée à son rythme, donc il ajoute des éléments à la liste, au log, ou en tout cas à la partition, et les consommateurs peuvent consommer les événements à leur rythme également. Donc, vu que les événements sont persistés et que quand un consommateur lit la donnée, il reste toujours disponible pour les autres, on peut avoir plusieurs consommateurs qui lisent la donnée à des rythmes un peu différents. Typiquement, on a le système A qui est sur l'événement 4, le système B qui est sur l'événement 10, et etc., etc. Et Kafka conserve en fait l'offset de lecture, donc l'index de lecture de chaque consommateur, pour qu'à chaque fois qu'un consommateur demande à lire des événements, on lui donne l'événement suivant par rapport à l'index sur lequel il est positionné.
qui fait qu'on peut avoir plusieurs consommateurs qui consomment la même donnée sans pour autant avoir de la perte de données. Et donc, un événement dans Kafka est vraiment identifié à partir de l'offset, sa position dans la partition. Effectivement, ce que je n'ai pas précisé, du fait de la réplication et puis des propriétés de haute disponibilité, de résilience, on ne peut pas avoir un broker qui a plusieurs réplicas de la même partition, en fait. Typiquement, si on définit que la partition 0 doit avoir 3 réplicas, les réplicas doivent être sur des brokers différents. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose, finalement. Et donc, comment les événements sont ventilés dans les partitions, ça va dépendre de plusieurs facteurs. À un événement donné qu'on publie dans Kafka, on peut lui associer une clé. Et la clé va finalement être un vecteur ou en tout cas un moyen de distribution des événements au sein de la partition. Donc, de base, quand vous ne configurez pas spécifiquement Kafka, ce que Kafka va faire en fait pour déterminer la partition d'arrivée d'un événement, c'est un hash de la clé modulo le nombre de partitions. Ce qui fait que tous les événements qui ont la même clé vont se retrouver dans la même partition. Et ça, c'est vraiment une des bonnes pratiques à observer quand vous utilisez du Kafka, ou en tout cas quand vous publiez des événements sous Kafka, c'est de pouvoir associer chaque événement à une clé fonctionnelle de telle sorte à ce que les événements qui sont reliés à la même clé se retrouvent dans la même partition. Et ça, c'est un élément primordial. Pourquoi? Parce que Kafka ne garantit pas l'ordre de traitement au global au sein d'un topic. Si vous avez un topic qui a 3 partitions, Kafka ne garantit pas en fait que quand vous allez consommer la donnée, vous allez consommer tous les événements de la partition 0, ensuite les événements de la partition 1 et après les événements de la partition 2. Kafka garantit juste que au sein d'une même partition, vous allez recevoir les événements dans l'ordre de production. Donc, typiquement, là, vous pouvez recevoir 1, 2, enfin, les ronds, les étoiles, les carrés, mais tout en préservant l'ordre au sein de chacune des partitions. Et donc, du coup, si vous avez besoin d'avoir un ordre de traitement spécifique, par exemple, vous envoyez des lignes de facture dans Kafka, bah, vous devez vous assurer d'associer chaque ligne de facture au même identifiant de facture, de telle sorte que toutes ces lignes de facture se retrouvent dans la même partition, donc vous les traitez dans le bon ordre, en fait. Donc ça, c'est vachement important, la clé de partition qui est associée à chaque événement. Et à côté de ça, ce qui est intéressant dans Kafka, c'est la notion de consumer group. Un consumer group, en fait, ça va permettre de regrouper des consommateurs d'événements au sein d'un groupe logique, de telle sorte à ce que la lecture, Kafka distribue en fait les partitions à chaque membre du consumer group. Et le consumer group, on va généralement l'utiliser pour identifier en fait les instances d'une application. Typiquement, j'ai une application qui doit traiter des factures. J'ai démarré 3 instances de mon application. Donc, je vais les mettre dans le même consumer group de telle sorte à ce que chacune des instances traite une et une seule partition et qu'il n'y ait pas une partition qui soit traitée par plusieurs instances. Donc, c'est comme ça que Kafka garantit l'ordre de traitement, même en cas de multiples consommateurs sur un topic. La main, Jordan. Oui, merci Ayun. Donc une des forces d'Apache Kafka, c'est aussi son écosystème. En effet, Apache Kafka propose un écosystème qui est très très riche. Donc au-delà des simples consommateurs producteurs dont a parlé Ayun juste avant, qui existent dans divers langages tels que le C++, Java, .NET et Python, on retrouve 3 API de haut niveau. Donc, chacune va être dédiée à un usage un peu spécifique et qui va vous faciliter la vie en fonction des traitements que vous avez à accomplir sur les événements issus ou à destination de Kafka. Donc si je prends la première API de haut niveau, c'est Kafka Stream, qu'on décrit sur la gauche. Donc c'est une API qui permet de faire du streaming pseudo-temps réel autour d'événements dans Kafka. Donc l'idée c'est de consommer des événements issus de Kafka et de les publier à nouveau dans un autre topic Kafka. Donc vraiment du traitement de Kafka vers Kafka. Donc cette API elle est très intéressante pour ce besoin-là, puisqu'en fait elle va faire une abstraction de toute la partie technique, de toute la couche technique, qui permet de faire le polling et la production de données vers Kafka. Donc tout ça c'est géré de façon native via cette API. Donc vous allez pouvoir vous focaliser sur le code métier de votre application.
Et pour ça, une API, un langage de type DSL, un Domain Specific Language, est également proposé. Il va faciliter toutes les opérations de type jointure, groupement, filtrage, mapping, etc. Enfin, l'API Kafka Stream propose deux types de sémantique. Donc la première type de sémantique, c'est la at least once. Cette sémantique garantit via Kafka Stream que tous les événements consommés depuis un topic Kafka seront traités à minima une fois. Et pour aller un peu plus loin et éviter les doublons de traitement, une seconde sémantique est proposée, la sémantique exactly once. Donc avec cette sémantique qui s'active simplement via de la configuration, donc vous n'avez pas à gérer toute la partie technique de transactionnalité, de rollback, etc. Via simplement la configuration, vous allez pouvoir assurer qu'un événement consommé via Kafka Stream sera traité exactement une fois. Donc on a un petit exemple de code sur la gauche qui indique au fait, qui permet en 3 lignes de compter les mots issus de messages provenant d'un topic Kafka et pour chaque comptage au fait de produire le résultat dans un autre topic Kafka appelé topic 2. Seconde API de haut niveau, l'API KSQLDB. Donc là c'est une API qui intervient en tant que couche au-dessus de Kafka Stream. Cette API est fournie un langage de type SQL, donc vous allez simplement écrire des requêtes SQL, et ces requêtes vont être transformées ensuite en code Kafka Stream. Donc finalement, vous n'avez plus de code à faire, si ce n'est la rédaction, en fait, l'écriture de requêtes SQL. Ce qu'il faut voir ensuite, c'est que la requête en question va être exécutée à l'infini, en continu. Cette requête n'aura pas de fin. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, de la même façon que via du Kafka Stream, produire des résultats dans un topic Kafka en continu. Les use cases typiques pour l'usage de KSQLDB, ça va être par exemple du monitoring temps réel ou bien également de la gestion de fraude par exemple avec de l'alerting en continu. Donc si on passe maintenant sur la troisième API de haut niveau, elle s'appelle Kafka Connect. Donc Kafka Connect permet en fait l'intégration, que ce soit en entrée ou en sortie, de Kafka avec d'autres systèmes, donc des systèmes externes et hétérogènes. Par système externe hétérogène, j'entends notamment des bases de données, des brokers de messages autres tels que RabbitMQ, MQ Series ou autres, également de l'Elasticsearch ou même des services web tels qu'Amazon S3 par exemple. Donc le but de Kafka Connect, c'est de proposer cet interfaçage entre Kafka et l'autre système de façon très simple et rapide. L'idée c'est que sur le marché web, vous allez retrouver plein de connecteurs prêts à l'usage, prêts à l'emploi. Et pour les mettre en œuvre, vous n'avez qu'à faire de la configuration au format JSON, comme le montre l'exemple à droite. Donc pas de développement nécessaire pour interfacer Kafka avec un autre système. Donc ça permet d'aller très rapidement se focaliser sur le code métier. Enfin, Kafka Connect propose toute la partie résilience et haute disponibilité de façon native, puisque Kafka Connect peut fonctionner en mode distribué. Et donc ça permet de s'abstraire de cette couche-là, de cette couche technique. Et dernière chose, la partie Kafka Connect est configurable via une API REST. Et donc, il suffit de faire des appels REST de type curl, par exemple, pour pouvoir configurer à souhait et à chaud vos connecteurs Kafka. Donc, l'API, l'écosystème Kafka ne s'arrête pas là. On retrouve principalement trois distributions de la plateforme Apache Kafka. Donc la première qui est la licence Apache 2.0 qui est totalement open source et qui va proposer les fonctionnalités cœur d'Apache Kafka. Donc par les fonctionnalités cœur, on entend le broker, l'API consumer, l'API producer et également la partie Kafka Connect et Kafka Stream décrit précédemment. Au-dessus de cette couche gratuite et open source, on retrouve la licence communautaire et la distribution communautaire de l'éditeur Confluent. Elle va apporter des petites fonctionnalités supplémentaires, notamment KSQLDB, schéma registry, qui vont vous aider tout au long du développement. Et on retrouve un certain nombre de connecteurs Kafka Connect prêts à l'usage, distribués par Confluent également. Donc cette distribution est également gratuite. Et vous pouvez en plus de ça bénéficier du support Confluent au besoin. Dernier type de distribution qui est la distribution commerciale de Confluent. Donc là, ça va être principalement l'apport d'outils qui vont vous être proposés. Donc des outils notamment de monitoring. Par exemple, la console Control Center qui vous permet d'avoir un état des lieux, un état de vie de votre cluster Kafka.
et d'autres outils pour assurer la résilience et la sécurité de votre cluster Kafka. Par résilience et sécurité, notamment la réplication de votre cluster vers un autre data center, chose qui n'est pas possible de base avec les distributions gratuites. Et du coup, qui dit licence commerciale dit aussi support de la part de l'éditeur, donc 3 niveaux de support, le support Silver, le support Gold et le support Platinum. À noter cependant sur la partie connecteur, donc qui sont disponibles en licence communautaire, que certains sont proposés sous forme d'évaluation. Donc au bout de 30 jours, vous allez devoir souscrire à la version commerciale pour pouvoir continuer à les utiliser. Donc on va maintenant passer sur la partie bad de Kafka. Donc ce qu'on entend par la partie bad de Kafka, en fait, c'est tout ce qui va être des choses que vous n'aviez pas prévues parce que vous n'étiez pas assez documenté sur le produit, vous n'aviez pas connaissance du fonctionnement interne du produit. Et donc c'est des choses qui peuvent vous surprendre en production lorsque vous allez les rencontrer. Donc pour commencer, on va s'intéresser un peu plus au producteur, le producteur d'événements dans Kafka, voir comment il fonctionne avant de voir qu'est-ce qui se cache derrière en termes de pièges. Donc il faut savoir que le producteur Apache Kafka, il a pour but d'offrir une logique événementielle et en même temps de permettre du micro-batching. On va voir cela. Donc il fonctionne de façon asynchrone nativement et par défaut, l'idée étant de ne pas aller contre ce type de fonctionnement. Principalement parce que ce fonctionnement asynchrone va vous offrir des performances meilleures qu'un fonctionnement synchrone. Typiquement, tout un tas de choses va être faites en asynchrone. La première étape, ça va être la sérialisation des données. L'idée étant de pouvoir transformer les données d'entrée sous forme de tableaux de bytes afin de pouvoir les faire ingérer au broker Kafka puisqu'il ne gère que les tableaux de bytes. La deuxième étape faite de façon asynchrone, c'est le partitionnement, donc qu'a décrit Ayun juste avant, afin de choisir la partition concernée par notre événement. Et enfin, et non des moindres, la dernière étape, donc l'étape de batching, qui consiste à accumuler pour une partition et un topic donné, les événements qui sont dédiés à ce même topic et partition. Derrière ça, donc, se cache vraiment un aspect d'optimisation de performance, puisqu'on souhaite pouvoir limiter les requêtes réseau entre le producteur de données et le broker Kafka. Donc, qui dit limiter, dit batching, donc accumulation de données pour les envoyer sous forme de lots au broker Kafka, et donc limiter les requêtes et gagner en rapidité et en temps. Enfin, il faut savoir que le producteur, de façon native, donc sans même avoir à implémenter cette partie-là via du code ou de la technique, il va proposer tout ce qui est une gestion de retry de façon automatique. Cette gestion de retry est configurable soit via un certain nombre de retry que vous allez paramétrer, soit via un délai à ne pas dépasser. Donc, elle va permettre principalement cette gestion des retry automatiques de couvrir des cas d'erreur, notamment liés à des glitches réseau, par exemple la perte de communication entre le broker et le producteur. Donc ce retry va pouvoir de façon transparente pallier à ces problèmes-là. Si le nombre de retry configurés ou le délai configuré expire, une exception va être remontée au producteur qui va au choix pouvoir la gérer ou l'ignorer en fait. Voilà concernant l'anatomie du producteur. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu comment il fonctionnait, on va voir quel piège peut se cacher finalement derrière ce fonctionnement. Donc pour ça, on va se focaliser un petit peu sur le fonctionnement des réplicas. Donc comment les données sont répliquées d'un broker à un autre. Donc pour chaque partition, on a ce qu'on appelle un leader et des followers. L'idée étant que le leader va être le premier à persister la donnée et que les followers vont ensuite pouvoir aller chercher la donnée auprès de ce leader. Donc ils vont venir se synchroniser par rapport à ce leader au fur et à mesure. Dans notre exemple, on a 3 brokers, on a défini un facteur de réplication de 3, ce qui indique qu'en fait on souhaite que notre donnée soit persistée à 3 endroits différents. Donc le broker 101, le broker 102 et le broker 103. Le producteur va écrire la donnée dans le broker 101 et les brokers 101, 102 et 103 vont venir se synchroniser pour récupérer cette nouvelle donnée. Donc maintenant qu'on a vu ce mode de fonctionnement des réplicas, on va s'intéresser aux garanties qu'offre le producteur, qui sont notamment au niveau des acquittements. Il en existe 3 niveaux, 3 types d'acquittements différents. Donc le premier mode, l'acquittement qu'on a appelé nous YOLO, vous allez vite comprendre pourquoi.
L'idée étant qu'en fait, le producteur ne vérifie pas et ne s'attend pas à avoir un acquittement de la part du broker. Donc c'est vraiment un mode fire and forget. Le producteur envoie la donnée, on n'a pas de garantie que la donnée a été persistée côté broker, mais on continue nos traitements. Donc du coup, forcément c'est le mode le plus performant, puisqu'on passe à la suite des traitements sans même attendre. Mais par contre, c'est aussi le mode le plus risqué, puisqu'on n'a pas de garantie que la donnée a été persistée. Donc le cas d'usage, ça va être par exemple des événements qui vont être autoporteurs et qui vont pour lesquels du coup la perte d'un événement intermédiaire ne va pas influer sur le résultat final des traitements. Un mode qui offre le deuxième mode d'acquittement qui offre un compromis entre performance et résilience, c'est le mode leader hack. Donc dans ce mode, le producteur va attendre l'acquittement seulement du broker leader de la partition. Dès que le leader de la partition a fourni l'acquittement, donc il a indiqué avoir persisté la donnée, le producteur va pouvoir passer à la suite. Donc ça offre un bon compromis, mais il faut savoir que ce n'est pas un mode exempté de défauts. Il faut bien avoir en tête qu'on peut toujours avoir des pertes de données avec ce mode. Je m'explique. Dans notre cas, notre producteur va envoyer la donnée au broker 101, le broker 101 va la persister, et à la suite, du coup, le producteur va pouvoir passer à la suite, puisqu'on a eu l'acquittement. Cependant, en cas de crash du broker 101, donc du broker leader, avant que les followers, donc que les deux autres brokers, soient venus se synchroniser et récupérer la donnée pour la persister chez eux, si le broker 101 crash entre-temps, la donnée n'étant présente qu'à cet endroit, elle sera définitivement perdue jusqu'à redémarrage de ce broker. Donc c'est un mode qu'il faut bien avoir en tête, il peut entraîner des pertes d'événements également. Donc ceci étant dit, on va pouvoir passer au mode le plus sûr, le plus résilient, qui est le mode InSync Replica Hack. Donc contrairement au mode Leader Hack, on va attendre dans ce mode d'acquittement que la donnée soit répliquée à la fois sur le broker leader, mais également sur les brokers followers. Donc pour ça, le broker 101, donc le broker leader, qui est le seul avec qui on communique, va nous renvoyer l'acquittement seulement une fois qu'il est certain que les brokers followers auront récupéré la donnée également. Attention cependant, intervient à ce moment-là une notion de mini-SR, donc qui indique le nombre minimum de réplicas qui doivent synchroniser la donnée. Donc on a indiqué que nous on voulait un facteur de réplication de 3, mais s'ajoute à ça la configuration de nombre minimum d'ISR qui par défaut est à 1, ce qui indique que si mes deux autres brokers followers sont KO, mon nombre minimum d'ISR étant à 1, je vais quand même avoir un acquittement puisque je remplis ce contrat. Donc si on veut rendre ce mode le plus résilient possible, il faut configurer un nombre minimum de réplicas synchronisés supérieur à 1. Donc dans notre cas, compris entre 2 et 3. Donc ce mode, étant donné que c'est le plus sûr, donc il intervient surtout dans des use cases où on ne veut pas perdre de données, ou par exemple des transactions bancaires ou des données métiers très importantes. Il est du coup, suite à ces différents modes d'acquittement vus, il est indispensable de bien avoir ça en tête et du coup de paramétrer son acquittement en fonction de nos besoins, à la fois sur la partie producteur, mais également sur les brokers et topics qui sont également porteurs de configuration. Je pense notamment au nombre de réplicas minimum, le mini-SR, qui va pouvoir se configurer au niveau broker et topic et pas au niveau producteur. Donc, il faut bien avoir notion de ces 3 niveaux de configuration pour obtenir les garanties souhaitées. Donc merci Jordan. Effectivement, il y a pas mal de pièges dans lesquels on peut tomber si on ne configure pas correctement ou si on ne prend pas garde à la configuration du producteur de données. Et il en est de même aussi pour la partie consommateur de données. Ce qu'il faut également garder en tête, c'est que les consumers, l'API consumer de Kafka fonctionne un peu comme l'API producer, dans le sens où ça va fonctionner par batch. Donc, quand vous consommez des événements dans Kafka, vous ne les consommez pas un à un. En fait, vous récupérez un batch d'événements que vous traitez, vous committez l'offset du dernier événement que vous avez traité, et ainsi de suite. Donc, si on regarde comment ça fonctionne finalement avec une sorte de timeline à 3 temps. En T0, imaginons que le dernier offset qui avait été commité, c'était l'offset 2.
Donc, dans le code, quand on va faire un consumer poll pour récupérer un certain nombre d'événements à traiter, Kafka va nous envoyer un batch. Donc là, en l'occurrence, il nous envoie les événements 2, 3, 4 et 5. OK. Donc tout va bien, on a récupéré 4 événements. On va faire une boucle pour les traiter. Ce que vous ne savez pas, en tout cas ce qu'on ne sait pas forcément quand on démarre sur du Kafka, c'est que dans l'API consumer, par défaut, quand on démarre un consommateur d'événements, Kafka démarre un thread également en tâche de fond pour faire de l'auto-commit des offsets. Donc en gros, ce thread-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder sur le dernier batch d'événements qu'on a reçu. Il prend le dernier événement et toutes les 5 secondes, il va committer automatiquement dans Kafka en disant positionne l'offset de mon consumer à 6 parce qu'il a déjà récupéré 2, 3, 4 et 5. Ça peut être assez intéressant parce que finalement, ça nous décharge de tout ce travail de gestion un peu fine des offsets. Sauf que ça, c'est dangereux. Parce que qu'est-ce qui peut se passer? Donc, en T0, on a récupéré les événements 2, 3, 4, 5. En T0 plus 5 secondes, donc on a Kafka en tâche de fond qui va committer l'offset. OK, bon, ça, c'est transparent pour nous. Sauf que nous, on est toujours, par exemple, dans notre boucle de traitement des événements. Donc, on a traité l'événement 2 et 3. OK, donc on va continuer, on va essayer de traiter 4 et 5. Donc en T0 plus 7 secondes, donc le dernier cas, on avait traité 2, 3, on est en train de traiter 4 et boum, on a une erreur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir de notre boucle éventuellement, parce qu'on fait un try catch, etc. Et donc on va revenir au niveau du consumer poll ici, pour demander à Kafka de nous renvoyer les événements. On pourrait s'attendre, si on ne comprend pas bien le fonctionnement de Kafka, à ce qu'il nous renvoie le même batch d'événements, vu qu'on n'a pas commité l'offset. Mais vu qu'il a été commité automatiquement par Kafka juste avant, à T0 plus 5, ce que ça va faire, en fait, c'est que quand on va refaire un consumer poll, ici dans le code, Kafka va nous renvoyer un batch d'événements à partir de l'offset 6 qui a été commité automatiquement par le consumer. Ce qui va faire en fait finalement qu'on va se retrouver dans une situation où on a perdu des événements. Parce que les événements 2 et 3, on les a traités. 4, on était en train de le traiter, mais on a craché. 5, on n'en parle même pas. Et au prochain consumer poll, on reçoit 6, 7, 8 et 9. Moralité, on aura perdu 2 événements qu'on n'aura pas traités. Et de façon totalement arbitraire et transparente. Donc, il faut vraiment faire très attention lorsque vous consommez des événements avec Apache Kafka, parce qu'il a ce comportement d'auto-commit toutes les 5 secondes. Donc, il faut toujours penser à désactiver l'auto-commit des offsets au niveau de l'API consumer pour pouvoir gérer vous-même les offsets une fois que vous êtes sûr que vous avez traité tout le batch que vous avez récupéré de Kafka. Ou alors, si vous laissez cette configuration-là, il faut vraiment savoir pourquoi vous le faites et si c'est vraiment adapté à votre use case. Et ce qu'il faut également garder en tête, c'est que la plupart des librairies un peu haut niveau que vous allez trouver sur GitHub, sur je ne sais pas quel dépôt public, fonctionnent également de cette même manière. En fait, ils ne désactivent pas l'autocommit par défaut. Donc, faites vraiment attention à cette configuration-là, qui peut vous entraîner dans des situations un peu bizarres. Et de façon un peu similaire aussi, si vous ne comprenez pas bien comment fonctionnent les transactions dans Kafka, vous pouvez vous retrouver dans des situations un peu bizarroïdes aussi. Parce que depuis les dernières versions de Kafka, Kafka gère une notion de transaction. Sauf que les transactions dans Kafka, ça ne fonctionne pas comme des transactions en base de données. En fait, ce n'est pas des transactions acides au sens relationnel du terme. Donc typiquement là, on vous a matérialisé en fait une partition dans Kafka où on a un certain nombre d'événements. Donc comment ça se lit? On va considérer que les événements qui sont en noir, ce sont des événements qui ne font pas partie d'une transaction. Les événements qui sont en bleu, ce sont des événements qui font partie d'une transaction. Et les événements en rouge, on va le voir en détail. Globalement, dans Kafka, quand vous voulez activer les transactions, c'est au niveau de l'API producer. Ce que vous faites, vous faites un init transaction, begin transaction, donc un peu comme ce que vous aurez fait dans une base de données. Et ensuite, là, par exemple, on fait une boucle où on va envoyer 5 événements. Donc, il va correspondre à 1, 2, 3, 4 et 5 ici en bleu.
Et donc, dans le cas d'usage là, juste à la fin de la boucle, on fait un abort de transaction. Donc, typiquement, naïvement, quand on voit ce code-là, on pourrait se dire, bah, finalement, on a fait 5 fois, on a fait un abort de la transaction, donc il n'y a aucun événement dans Kafka. Sauf que dans la vraie vie, quand vous activez les transactions dans Kafka, qu'est-ce que ça fait? Rappelez-vous ce que j'ai dit, les événements qu'on envoie dans Kafka sont persistés sur le disque. Donc une fois qu'un événement il est écrit, bah, il est écrit, on ne peut pas le supprimer, on ne réécrit pas le passé. Donc ce que Kafka fait, en fait, quand vous activez les transactions, c'est que finalement, il va envoyer des événements un peu spéciaux dans les partitions, qui sont des événements qui vont délimiter des frontières transactionnelles. Donc typiquement, quand on a fait un begin transaction ici, Kafka a rajouté un événement de début de transaction. Ensuite, chacun des événements qui ont été publiés dans la boucle, en fait, sont vraiment émis dans Kafka, mais avec une métadonnée qui les rattache à une transaction, pour dire qu'ils sont rattachés à ce marqueur transactionnel qui est là. Et ainsi de suite, ça suit son cours. Et avec le abort transaction, finalement, Kafka a publié un événement également qui délimite la fin de la première transaction, mais en précisant que la transaction a été abortée. Donc, ce qui va se passer si vous utilisez un consumer qui n'est pas configuré de façon spécifique, donc si vous utilisez juste la configuration de base, quand vous allez faire consumer poll, etc., bah, vous allez vous retrouver à lire tout ça en fait. Donc, y compris les événements non transactionnels, X, Y et Z, et les événements qui faisaient partie de la transaction, même si ils avaient été abortés. Donc, vous allez lire 1, 2, 3, 4, 5 à tort. Et donc, pour éviter ce genre de problématique, en fait, il faut configurer explicitement le consumer pour lui dire qu'il doit être en read committed. Donc, il ne doit lire que les événements non transactionnels, donc typiquement les événements en noir dans ce schéma-là, ou les événements qui font partie d'une transaction, mais pour lequel on a un événement marqueur de fin de la transaction qui est non pas abort, mais commit. Donc en l'occurrence, si on configure le consumer en read committed, on va lire X, Y et Z uniquement. Donc moralité, les transactions c'est bien, mais ça ne fonctionne pas comme les transactions en base de données. Il faut vraiment faire gaffe à ça. Et dès lors que vous utilisez quelque part dans votre SI des transactions, il faut que tous les consommateurs d'événements en aval de cette application-là, donc ils vont lire des événements qui sont produits par l'application qui a activé les transactions, il faut qu'ils soient en read committed. Sinon, vous vous exposez au risque de lire des événements qui ont été rollbackés. Et du coup, je te repasse la main, Jordan. Tout à fait. Donc maintenant, nous allons entamer la partie The Ugly d'Apache Kafka. Donc, qu'est-ce qu'on entend par The Ugly? Finalement, ça va être toutes les notions que vous avez vues dans la documentation, que vous avez mis en œuvre, avec peut-être des choses qui vous ont échappé et qui amènent à de drôles de comportements en production, par exemple. Alors, pour illustrer ça, un premier exemple. Donc, il faut savoir que les crashs, ça n'arrive pas qu'aux autres, pardon. Alioune et moi-même avons rencontré plusieurs crashs de nos applications, de nos clusters Kafka. Et donc, ceci est un exemple dont nous allons vous parler. Donc, dans mon cas, j'ai deux data centers, data center 1, data center 2. Chacun de ces data centers contient deux brokers Kafka, avec une seule partition constituée de un seul topic, pardon, constitué de 4 partitions. Donc, j'ai vu qu'avoir des réplicas, c'était bien. J'ai suivi un petit peu le Tech Talk. Au niveau des producteurs, je peux configurer un facteur de réplication et un facteur minimum de réplica. Donc, j'ai positionné ces deux configurations à la valeur 2, ce qui me garantit que ma donnée sera persistée 2 fois au minimum. Donc, pour moi, tout est OK. Là intervient mon premier crash de data center. Donc, je perds mon data center numéro 1. Ce qui implique la perte de mon broker numéro 1 et de mon broker numéro 2. Donc jusque-là, moi je suis plutôt confiant, hein, parce que j'ai bien suivi la doc, j'ai configuré tout comme il fallait, je sais que j'ai des réplicas, donc tout devrait fonctionner. Sauf que, en regardant un petit peu dans le détail, en fait, il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors pourquoi? Donc si je prends l'exemple de mon topic A partition numéro 1, je me rends compte que finalement, cette partition numéro 1 a été présente dans le broker 1 et également dans le broker 2. Donc deux réplicas comme je l'avais indiqué. Mais manque de peau, ces deux brokers se trouvent dans le même data center.
Donc finalement, boum, j'ai plus les données associées, donc je ne peux plus continuer à produire sur cette partition. Bon, passons. Donc on va s'intéresser maintenant à la partition 0 du topic A. Donc là j'ai un petit peu plus de chance. Elle était répliquée à la fois sur le broker 1 et également sur le broker 3. Donc j'ai encore mon broker 3 en data center 2, donc finalement super. Je vais pouvoir continuer à me servir de cette partition à minima, quoi. Et sauf que boum encore. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait j'ai défini un facteur de réplication à 2 et un nombre de réplicas minimum à 2. Sauf que là, je viens de perdre un réplica, donc je ne satisfais plus mon nombre de réplicas minimum, puisque j'ai qu'un seul réplica en data center 2. Mon producteur, par conséquent, ne peut plus écrire de données dans cette partition. Donc finalement, c'est comme si la partition était également hors service. Donc pourtant, j'avais tout bien fait, hein, j'avais configuré des réplicas. Donc ce qu'on indique, c'est qu'avoir des réplicas, c'est bien. Savoir où ils sont, c'est encore mieux. Donc pour éviter le premier cas d'usage qu'on vient de voir, pour éviter d'avoir une partition répliquée dans deux brokers qui se trouvent dans le même data center, la notion de rack awareness a été inventée et a été positionnée, mise en place dans la plateforme Apache Kafka. Donc finalement, le rack awareness, c'est une notion qui va permettre de disperser la donnée dans différents brokers qui se trouvent, eux, dans des racks, dans des data centers, dans des salles machines différentes, ce que vous voulez. Mais l'idée étant de disperser la donnée selon une configuration que vous allez mettre en place. Donc en l'occurrence, j'aurais pu définir un rack pour mon data center 1, un rack pour mon data center 2, ce qui garantit que Kafka va disperser la donnée dans ces deux data centers et éviter d'avoir tout dans le même. Donc ça répond à la première problématique que j'ai rencontrée. Et pour la seconde problématique rencontrée, de non-satisfaction du nombre minimum de réplicas, le mieux, finalement, c'est encore d'avoir un facteur de réplication qui va être supérieur au nombre de réplicas minimum que je veux avoir à tout moment. Donc pour ça, la configuration facteur de réplication qui doit être supérieur au facteur minimum de réplica. Tout ça pour dire qu'avoir un plan de reprise d'activité et d'avoir ça en tête, c'est pas mal, hein, comme je l'avais là, sauf que le mieux, c'est encore de le tester en conditions réelles avant de rencontrer le problème en production. Et ça nous permet finalement de constater ce genre de maladresse et de petites choses qui peuvent arriver si on n'était pas bien informé du fonctionnement. Donc Kafka, c'est quand même une plateforme qui propose des performances assez intéressantes, hein. Je vous en parlais tout au début en introduction. Moi, c'est comme ça que j'ai mis en place et que je me suis intéressé à cette plateforme. Sauf que c'est pas exempté quand même de tout problème de performance, que ce soit au niveau de la plateforme elle-même, au niveau de l'écosystème, de son environnement d'exécution. On peut rencontrer des problèmes de perf, comme sur tout système en fait. Et donc, si on rencontre des problèmes de perf, l'idéal c'est de pouvoir dire où est-ce qu'ils sont, quoi. Donc sur une chaîne qui va du producteur en passant par les brokers Kafka pour aller jusqu'au consumer, ça fait quand même pas mal d'éléments à analyser pour trouver la raison de nos problèmes de performance, quoi. Donc typiquement au niveau du producteur, ça peut être des problèmes de latence réseau entre le broker et le producteur. Ça peut être au niveau de la deuxième étape, au niveau des brokers, ça peut être un problème de réplica, de synchronisation des réplicas, qui fait que je n'enverrai pas mon acquittement suffisamment rapidement. Et enfin, au niveau des consommateurs, ça peut être soit mon traitement applicatif lui-même qui est trop long, qui fait que du coup j'ai de la latence dans le délai des événements. Ça peut également être finalement des problèmes réseau entre le broker Kafka ou des problèmes de disque qui ralentissent mon polling au niveau des brokers. Donc pour ça, pour pouvoir analyser et trouver la source de ces lenteurs, le mieux c'est de monitorer via des métriques JMX, puisque la plateforme Kafka étant basée sur la JVM, tout un tas de métriques JMX sont exposées, et le mieux c'est d'utiliser, de pouvoir visualiser où se trouvent nos latences, nos erreurs. Dans notre cas d'usage, on avait fait un petit exemple avec 3 brokers Kafka, un facteur de réplication à 3, donc je cherche à répliquer ma donnée sur les 3 brokers, et un acquittement à all. J'ai constaté que je mettais un peu de temps à produire des événements. En effet, la production d'événements qui prend un temps total de 2,3 secondes, donc c'est ce que m'indiquent les métriques GMX. Et ce que je constate, c'est que je passe 1,5 secondes au niveau de la partie réplication. Donc pour savoir quel est le motif de cette lenteur au niveau réplication,
je peux faire un zoom sur la partie broker, donc la partie qui se trouve au milieu, donc pas les consommateurs, pas les producteurs. Donc vraiment sur la partie broker. Donc c'est le graphe d'en dessous et qui m'indique que c'est au niveau de mon broker Kafka 2 que je passe ce temps-là et que je peux du coup suspecter raisonnablement une contention au niveau du CPU ou des input-output, disque, RAM, etc. Donc il faut savoir qu'il y a tout un tas de métriques JMX qui permettent de faire ces analyses-là. Le combo ultime, c'est l'utilisation de Prometheus Grafana qui permet d'avoir des dashboards très jolis, de facilement identifier les routes causes. Par contre, il faut également faire le tri dans ces métriques, puisqu'elles sont tellement nombreuses que certaines peuvent vous noyer et ne sont pas pertinentes dans l'analyse de ces problèmes-là. Donc à utiliser avec parcimonie, bien faire le tri et pour ne garder que les pertinentes. Donc maintenant que j'ai mis en place des métriques JMX, c'est bien beau, je peux les visualiser dans Grafana. Du coup, je suis capable de monitorer ma plateforme, mais avoir des alertes, finalement, c'est encore mieux. Parce que avoir un Grafana et des graphiques qu'on n'utilisera que le jour où notre plateforme a craché, à part constater que finalement elle a bel et bien effectivement craché, ça ne va pas servir à grand chose. Donc le mieux pour ça, c'est de mettre en place des alertings sur les métriques les plus pertinentes, sur les éléments les plus pertinents qui peuvent indiquer toute défaillance avant le crash. On pense notamment au niveau des réplications, à vérifier que toutes nos réplicas sont en phase, vérifier qu'on a bien un seul actif contrôleur et qu'on n'a pas de réplica qui serait désynchronisé, etc. Donc tout ça pour dire qu'un monitoring, derrière, il faut mettre en place des alertes pour pouvoir prévenir ce genre de problème et pas seulement les constater une fois que ça arrive. Merci Jordan. Donc, qu'est-ce qui se passe si on suit tout ce qu'on vient de voir? Donc, on a bien configuré ces acquittements, l'autocommit, on l'a désactivé, on a un monitoring, etc. etc. Donc, on peut se dire que raisonnablement, on a quand même fait des efforts, ça devrait bien se passer. Eh ben non. Qu'est-ce qui se passe finalement quand on se retrouve dans des cas d'erreur lors de la consommation de données? Donc rappelez-vous, hein, le consumer, il va fonctionner par batch. Donc quand vous faites un consumer poll, vous récupérez, on va dire, 10 événements. Et ensuite, si vous désactivez l'auto-commit, il faut qu'à la fin du traitement de ces 10 événements, vous committez l'offset dans Kafka pour que à la prochaine fois que vous faites consumer poll, vous récupérez un autre batch d'événements. Qu'est-ce qui se passe si vous avez ce qu'on appelle un poison pill? Donc un poison pill, ça va être un événement qui est planqué en plein milieu de votre topic là, qui lui entraîne une erreur quasi systématique. Donc si vous n'avez pas de stratégie spécifique de gestion d'erreurs et que vous fonctionnez en mode par défaut, en mode YOLO on va dire, ce qui va se passer c'est que vous allez consommer, avec le consumer poll, vous allez récupérer ce batch de messages là, vous allez traiter 1, 2, vous arrivez sur le poison pill, boum, vous crachez, donc vous ne committez pas les offsets, vous repartez dans Kafka, vous faites poll, vous récupérez le même batch, et ainsi de suite, rebelote. Donc vous allez boucler indéfiniment. Et Apache Kafka ne fonctionne pas comme certains brokers que peut-être vous connaissez, où il y a des stratégies de type dead data queue, où automatiquement le broker va écarter un message au bout d'un certain nombre de rejeux. Ça n'existe pas dans Kafka en fait. Et donc du coup, de base, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, vous allez boucler indéfiniment. Et vous n'allez plus avancer, vous n'allez plus pouvoir dépiler les événements. Et donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est définir en fait une stratégie de gestion d'erreurs. Donc il y a plusieurs stratégies qui sont possibles. Donc Kafka gère automatiquement la purge de données. Donc par défaut, au bout de 7 jours, les événements sont purgés. Donc ça peut être configuré. Vous pouvez mettre 6, 7 jours, même 3 mois si vous voulez. Mais une des premières stratégies qu'il est possible de mettre en place, c'est de ne rien faire et d'attendre la purge de données. Donc attendre que ce batch de messages soit purgé, et donc du coup, vous n'aurez plus affaire au poison pill, vous pourrez dépiler. Ça c'est bien, sauf que vous aurez perdu tout un tas de données, ce qui n'est pas forcément ce que vous vouliez faire. Une autre possibilité, c'est de changer l'identifiant de votre consumer group. Vu que en fait, l'offset de lecture est lié au consumer group, pour que plusieurs consumer groups puissent consommer sur le même topic, vous pouvez modifier l'offset, l'identifiant du consumer group de votre application, de telle sorte qu'elle soit considérée comme une nouvelle application. Donc par défaut, Kafka va commencer à lire à partir de la fin du topic,
ou au début, ça dépend de la configuration auto-offset reset. Mais si, par exemple, elle a les tests qui est sa valeur par défaut, si vous changez l'identifiant du consumer group, vous allez recommencer à consommer de la donnée à partir du dernier événement. Vous pouvez changer manuellement l'offset du consumer group également. Il y a des API, il y a une ligne de commande dans Kafka qui permet de faire ça, mais bon, c'est un peu fastidieux, c'est long à faire, etc. C'est complexe. Ou alors, une stratégie beaucoup plus vertueuse, c'est de définir, de configurer dans Kafka un handler d'erreur. Donc, vous pouvez spécifier à Kafka une classe spécifique qu'il va utiliser à chaque fois qu'il va rencontrer une erreur, ce qui va permettre en fait de la gérer applicativement dans votre code en fait, plutôt que de décharger ça côté broker. Et donc à partir de là, vous pouvez définir un certain nombre de stratégies un peu classiques qu'on retrouve quand on met en place des architectures événementielles. Donc j'évoquais tout à l'heure les dead letter queues, vous pouvez mettre en place des dead letter topics, par exemple, pour isoler le poison pill dans un topic d'erreur pour pouvoir le traiter manuellement plus tard. Voilà. Donc moralité, Kafka c'est bien, mais faites attention, mettez en place des stratégies de gestion d'erreurs, parce que Kafka ne va pas le faire pour vous, tout simplement. Dernier point d'attention, c'est que Kafka, ça permet de faire beaucoup de choses. C'est très intéressant, comme Jordan l'a évoqué, c'est assez rapide, en termes de performance, c'est top, etc. Pour autant, il faut faire des choix. Typiquement, avec Kafka, en fait, vous pouvez le configurer pour faire de la latence, donc faire des traitements ultra rapides, être très véloce, pour être durable, pour pouvoir assurer une non-perte de données. Vous pouvez le configurer également pour qu'il soit hautement disponible, ou alors vous pouvez le configurer pour qu'il puisse faire du traitement en masse, donc pour pouvoir traiter un maximum d'événements à la seconde. Et donc, bien évidemment, on ne peut pas tout avoir, donc vous ne pouvez pas configurer Kafka pour avoir toutes ces propriétés-là. Au maximum, vous pouvez avoir 2 ou 3, mais pas toutes les propriétés. Donc, il faut bien identifier vos use cases et configurer Kafka de façon adéquate, de façon adaptée à vos use cases. Sinon, finalement, vous allez vous retrouver à vous dire Kafka ne répond pas à mon besoin, c'est pas adapté, mais c'est peut-être que vous n'avez pas bien configuré Kafka par rapport à vos use cases, en fait. Donc là, on vous a juste présenté un aperçu de quelques points d'attention issus de nos retours d'expérience. Il y en a tout un tas d'autres qu'on pourrait évoquer. Mais globalement, le message qu'on voulait vous faire passer, c'est Kafka c'est bien, mais ne vous lancez pas dans l'aventure Kafka juste comme ça, en faisant juste des POC. Étudiez vraiment la chose, formez-vous et posez-vous les bonnes questions. Typiquement, là, on vous a listé 8 thématiques sur lesquelles il nous paraît important de se pencher avant toute mise en place d'une architecture à base de Kafka. Typiquement, la gestion des topics, est-ce que vous utilisez les bonnes API pour faire vos traitements? Est-ce qu'il ne faut pas faire du Kafka Stream plutôt que faire des producteurs à la main? Le dimensionnement, le monitoring, etc., etc. Donc, plein de choses à étudier avant de se lancer juste à corps perdu à faire du Kafka. Et donc à ce sujet, Jordan a un petit message à vous passer. Hop, oui, tout à fait. Donc, comme on vous disait, Kayun, on intervient en tant que de façon ponctuelle sur des projets qui souhaitent mettre en place Kafka. Et donc, pour intervenir, on s'est construit en fait une grille d'audit qui regroupe plusieurs points de contrôle, que ce soit sur les parties OS, hardware, topic, broker, Kafka. Vraiment, on vise très très large. On a 190 points de contrôle et l'idée c'est de s'assurer que rien n'a été oublié. Et qu'en plus de ça, la configuration qui a été mise en place correspond vraiment aux besoins du projet et aux exigences vues avec les clients. Donc au-delà d'une simple grille d'audit, on s'en sert en plus comme outil pour construire, pour mettre en place le broker Kafka et sa configuration sur notre projet, et non pas juste en dernier recours avant de partir en production. L'idée est vraiment de fonctionner de façon itérative pour résoudre les différents points abordés dans cette grille d'audit et arriver en production le jour J avec quelque chose qui correspond vraiment à nos attentes, quoi. Et donc, dernier point pour continuer à la montée en compétence sur Apache Kafka, il existe 3 grands types de moyens finalement. La première, c'est des formations. Donc il y en existe des gratuites, notamment l'Apache Kafka Concept Fundamentals.
qui est proposée directement par l'éditeur Confluent, qui est gratuite, et 4 autres qui sont payantes, et sur 3 jours. Parmi ces 4 autres, il y en a 2 qui sont plutôt orientés développement, et 2 autres qui sont orientés administration, exploitation, ops, autour de clusters Apache Kafka. Et il y a également des certifications, vous pouvez vous faire certifier justement sur ces 2 aspects-là, donc à l'issue de ces formations. Vous pouvez vous faire certifier en tant que développeur Kafka ou bien en tant que opérateur, administrateur Kafka. Et enfin, vous pouvez vous appuyer sur les communautés Apache Kafka qui sont riches, notamment avec le blog de Confluent sur lequel vous allez retrouver des exemples de use case, par exemple de gestion de priorité ou ce genre de choses. Certains l'ont déjà mis en place, vous allez pouvoir avoir des exemples de mise en œuvre. Et un autre exemple de projet communautaire, donc chez Soprasteria, on a Sylvain Le Gouellec qui intervient et qui propose une implémentation Kafka Stream pour le langage .NET, puisque celle fournie par Confluent et Apache est à la base fonctionnelle uniquement sur le langage Java. Et enfin, il y a certains événements dédiés à Apache Kafka, comme le Kafka Summit Europe, qui va avoir lieu au mois de mai prochain et qui est totalement gratuit et qui se fait cette année de façon virtuelle à cause des conditions sanitaires. Donc vous pouvez y participer comme vous voulez. Donc voilà, on est en train de répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas déjà, si on n'a pas le temps, ou si des questions vous viennent post-Tech Talk, n'hésitez pas à nous contacter sur nos adresses mail. Nous pourrons vous répondre aux besoins. Ouais, côté questions, du coup, il y a eu quelques questions. Merci à vous déjà d'avoir participé. Donc, Jordan a répondu à quelques questions, hein, notamment qui supporte KSQLDB. Donc, c'est pas Apache, c'est bien Confluent, hein, donc c'est dans la version community. Donc, jetez un coup d'œil au fichier de licence sur leur GitHub. Je pense que ça fait pas de mal, mais globalement, d'un point de vue utilisation, ça ne devait pas poser de problème si vous n'êtes pas Amazon. C'est l'idée. À partir de quelle version on supporte les transactions dans Kafka? Donc là, c'est la version 0.11 côté broker Kafka. Comment on gère la purge des données qui sont persistées sur le disque? Donc là, il y a plusieurs manières de le configurer. Jordan a répondu aussi, suivant la taille ou le délai. Une petite question technique. Où tournent les traitements Kafka Connect? Est-ce que ça tourne sur les brokers? Alors, pas nécessairement. Alors, il faut savoir que Kafka Connect, c'est un process à part, un peu comme vos clients producteurs consommateurs. Donc, libre à vous de le déployer où vous voulez. Donc, vous pouvez le déployer sur une machine externe, dans le cloud, vraiment comme vous voulez. L'idée étant que cette machine, l'endroit où tournent les traitements Kafka Connect, puisse communiquer avec le broker Kafka de destination. Ok, très bien. Et puis pour terminer, peut-être on reprend un peu de hauteur, hein. C'était une question qui est arrivée au tout début de talk. C'est concrètement, un événement, ça correspond à quoi? Du coup, peut-être derrière, donner quelques exemples. Et puis concrètement, ça se traduit comment? Un body, des métadatas? Qu'est-ce qu'on transmet finalement quand on émet un événement? Du coup, je vais prendre la question. Alors, un événement, finalement, il faut faire le parallèle avec un message pour un broker de messages type RabbitMQ, MQ Series. C'est tout simplement un message, donc une donnée qui va transiter dans Kafka. Ensuite, de quoi est constitué un événement? Comme tu disais, Jérôme, il y a en effet des métadatas. Métadatas qui vont permettre de définir notamment le timestamp du message, de l'événement, et la partition cible, par exemple, de cet événement-là. Et le topic également. Donc ça, c'est pour la partie metadata. Et ensuite, il y a une seconde partie qu'on appelle le body de l'événement ou du message, qui est constitué de 2 champs. Le premier, c'est la clé, donc la clé qui est utilisée notamment pour le partitionnement, comme vous l'a expliqué Alioune précédemment. Et donc l'autre champ du body, finalement, c'est la value. Donc la value, ça va être le corps de message, la donnée qu'on souhaite manipuler, quoi. Donc qui peut être du JSON, qui peut être du XML, du texte, tout ce que vous voulez. Ok, merci. Je vous laisse le mot de la fin. À toi l'honneur, Alioune. Oh là là. Est-ce que je suis en direct? Je sais même pas. Ouais, je suis en direct. Voilà. Merci déjà pour votre participation. J'espère que vous aurez au moins appris 2-3 trucs, ou en tout cas que vous aurez compris que Apache Kafka comporte son lot d'avantages, d'inconvénients, mais surtout son lot de pièges également, et qu'il faut sérieusement se pencher sur le sujet si vous devez le mettre en place quelque part.
Je pense que ça résume bien la complexité et puis la puissance de cette plateforme-là. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. On a fait une sélection qui nous paraissait pertinente, mais il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur Apache Kafka. Donc n'hésitez pas à parcourir la doc et puis à vous former sur le sujet. Et puis voilà. Et puis on vous dit à bientôt pour de nouveaux épisodes des Let's Talk About IT maintenant. C'est plus les Tech Talk. Merci à vous.